Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les transformations nucléaires. Ce sera une vidéo de presque 1 heure concernant uniquement le cours et quelques exemples. Je proposerai bientôt rapidement une deuxième vidéo avec des exercices et des problèmes. Je vous souhaite une bonne vision et à très bientôt. Aujourd'hui, nous allons voir les transformations nucléaires. Donc, on va commencer par revoir rapidement ce que c'est qu'un atome. Un atome est constitué d'un noyau, comme le montre ce schéma, d'un noyau qui contient des protons de charge positive. Alors, je dis bien de charge positive. Chaque proton a une charge qui est égale à plus E, c'est-à-dire 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et le neutron, il est neutre, comme son nom l'indique. Autour de ce noyau tournent autour des électrons. Des électrons, il faut rappeler que la masse d'un électron est presque 2000 fois plus petite que la masse d'un neutron ou d'un proton. Et que la charge d'un électron est égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. C'est la charge égale mais opposée à la charge du proton. Nous savons aussi que nous avons le même nombre d'électrons que le nombre de protons. Alors si on considère les charges totales des protons, la charge totale des protons a la valeur en valeur absolue égale à la charge totale des électrons mais en signe contraire. Ce qui fait que les charges des électrons neutralisent les charges des protons. Donc, ce qui fait que l'atome entier, il est neutre. Voilà. Le noyau, on a un nombre Z de protons. On a Z protons. Et on a N neutrons. N étant N neutrons. Ce sont les nombres respectifs. Ceux-là, ce sont les habitants du noyau, si je peux dire. On les appelle, donc ils sont dans le noyau, on les appelle les nucléons. Ce sont les nucléons. Donc on a Z protons, on avait dit qu'il y a Z électrons qui gravitent autour de ce noyau. Donc on a aussi Z électrons qui gravitent autour du noyau. Alors, maintenant, on va considérer le noyau. Le noyau, donc, il a Z protons, N neutrons. Donc, il a un nombre de nucléons qu'on va appeler A. Ça, c'est le nombre de nucléons. Qui est égal à Z, c'est le nombre de protons. C'est le nombre de protons plus N qui est le nombre de neutrons. Ce qui fait qu'on a le symbole d'un noyau, n'est autre, le symbole du noyau, sera, c'est ça le symbole X, avec A, le nombre de nucléons, Z, le nombre de protons. Évidemment là, on ne l'écrit pas, c'est le nombre de nucléons, il se déduit, c'est A moins Z, de neutrons, il se déduit, c'est A moins Z, c'est notre N. On l'écrit pas.
On sait que la charge élémentaire veut dire, c'est la plus petite charge qui puisse exister. On n'a pas de moitié, ni de quart, ni rien. C'est la plus petite. Les autres viennent des multiples de cette valeur-là. La charge élémentaire électrique est Q égale E, voilà, la charge E, qui est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. La charge d'un neutron, le neutron qui se trouve dans le noyau. On a dit la charge d'un neutron, c'est Qn, c'est égal à 0. Le neutron, il est neutre. La charge d'un proton, c'est Qp qui est égal à plus E, plus cette charge élémentaire, c'est-à-dire 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et la charge d'un électron, c'est QE qui est égal à moins E, moins la charge élémentaire qui est égale à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Comment c'est que le nombre d'électrons qui gravitent, nombre d'électrons, c'est égal au nombre de protons qui sont dans le noyau. Ce nombre de protons, c'est ce qu'on appelle Z. Et comme c'est le même nombre qu'ils ont des charges opposées, on voit que la charge totale de l'électron annule la charge totale des protons. Donc, on peut dire que l'atome est neutre. Les propriétés chimiques concernent uniquement les électrons. Les propriétés chimiques concernent uniquement les électrons. Qui sont au nombre de Z. Qui sont au nombre de Z. On a dit que Z, c'est le nombre d'électrons et c'est le nombre de protons. Et c'est aussi ce qu'on appelle le numéro atomique de l'atome. C'est ça qui caractérise un atome. Par exemple, l'atome de fer, il a son numéro atomique, l'hydrogène, son numéro atomique, c'est 1, l'hélium 2, etc. Donc, de l'atome. Ça, c'est important. Nous avons, pour les réactions nucléaires, les transformations nucléaires, elles dépendent du noyau. Elles dépendent du noyau, donc les transformations, elles dépendent du noyau, donc des protons et des neutrons. Les transformations nucléaires dépendent du noyau. Protons sont au nombre de Z et neutrons qui sont au nombre de N.
Et dans la nature, nous avons des atomes pour un même numéro atomique, pour un même Z, il existe des noyaux plus ou moins lourds. La transformation nucléaire dépend du noyau, du proton Z et de neutrons. Il existe des atomes avec un même Z, donc un même numéro atomique, donc un même nombre de protons, et des n différents, c'est-à-dire avec des nombres de neutrons différents. Ce sont ce qu'on appelle les isotopes. Les isotopes, qu'est-ce que c'est que les isotopes? Ils ont un même Z, n différents. N différents. Donc ils ont le même nombre Z et le nombre de neutrons est différent. Et dans les isotopes, nous avons des isotopes stables et des isotopes instables. C'est de là que c'est de cette instabilité-là que sortent les transformations nucléaires, donc les désintégrations, etc. En réalité, les isotopes instables, ils sont instables parce qu'ils tendent à devenir des isotopes stables. Je rappelle l'écriture symbolique d'un noyau avec le nombre de nucléons et le nombre de protons. Donc, ça, c'est le nombre de protons c'est aussi le numéro atomique de l'atome. Et ça, c'est le nombre de nucléons. Alors, nous avons, c'est que A, qui est le nombre de nucléons, est égal à Z plus N. D'où je vais déduire que N, facilement, qui est égal à A moins Z, qui est le nombre. Je vais prendre le cas de deux isotopes. Un cas très classique, très connu, c'est l'exemple du carbone. Le cas des noyaux de carbone. Nous avons le noyau carbone 12, on va dire, son écriture symbolique c'est C, c'est pour le carbone, 12 c'est pour les nucléons et 6 pour les protons. Ce qui me donne que N, bon ici, N c'est quoi? C'est égal à A moins Z. Ici, A, c'est 12. Et Z, c'est 6. Donc, j'aurai 6. N est égal à 6.
Celui-là, c'est le noyau stable. C'est le noyau qui est stable. C'est le noyau stable. Voyons son isotope, c'est le carbone 14. On l'utilise pour la datation. Au carbone 14. Carbone 14, qui s'écrit C. Bon, c'est le même élément, donc ils ont le même Z. Plus 14, c'est le nombre de nucléons. On voit qu'il a 2 neutrons en plus. Bon, on va faire notre calcul. Quand même, N qui est égal à A moins Z. Ici, A, c'est 14 moins 6 égale 8. Donc ici, j'aurai le nombre de neutrons qui est égal à 8. Il a 2 neutrons en plus. Celui-là, il est instable. C'est cette propriété qui nous sert pour la datation. Donc celui-là, il est stable. Celui-là, il est instable. Parce que nous avons un nombre de neutrons plus grand que le nombre de protons. Ici, c'est un même élément chimique, donc on a 2 isotopes. On a ici 2 isotopes d'un même élément chimique. C'est-à-dire ils ont les mêmes réactions chimiques. Les mêmes propriétés chimiques. Donc ici, on a deux isotopes. Les noyaux instables dits radioactifs, c'est ça, radioactifs, se transforment en noyaux stables en émettant des rayonnements sous forme de particules chargées. Nous allons voir maintenant les équations des intégrations et les lois de conservation qui régissent ces transformations. Donc, on va voir les lois de conservation. Lors d'une transformation, la charge électrique globale avant doit être conservée après. Donc, j'ai la conservation de la charge électrique. On doit retrouvé la même charge avant et après. Et aussi la conservation du nombre de nucléons. Du nombre de nucléons. Je prends un exemple général. Si j'ai X
avec un nombre nucléaire A, numéro atomique ou nombre de protons Z, qui va se transformer ici par exemple en deux particules X' plus X secondes. Donc celui-là avec son nombre de nucléons A', son numéro atomique Z' ou nombre de protons. Celui-là c'est pareil, 1 A seconde, 2 secondes. Eh bien, la loi, ces lois-là, ces deux lois-là va me donner automatiquement, on doit respecter ça, c'est-à-dire que la charge électrique avant, ici il n'y a qu'un seul élément, donc c'est Z seulement, Z est égal à celui-là plus celui-là. Donc c'est égal à Z' plus Z seconde. Et le nombre de nucléons qu'il y avait au début ici, donc il y a A, ici j'en ai 2, donc doit être égal à A seconde plus A plus A'. Ça, c'est la loi, ce sont les lois qui régissent les désintégrations radioactives dont lesquelles il faudra tenir compte tout le temps. Nous allons voir l'exemple de la réaction de fusion dans le Soleil entre deux isotopes d'hydrogène. J'ai ici, sur mon schéma, deux isotopes d'hydrogène. J'ai le deutérium qui a un neutron et un proton. J'ai le tritium qui a un proton, donc c'est toujours de l'hydrogène parce que Z égale à 1, Z égale à 1, plus deux neutrons qui vont fusionner, c'est ce qui se déroule dans le Soleil, qui nous permet d'avoir tant d'énergie, le Soleil, etc., l'énergie solaire et tout. Donc, qui vont fusionner pour donner de l'hélium. L'hélium, c'est deux protons et deux neutrons plus un neutron. Alors, la réaction, comment elle va s'écrire, la réaction? La réaction va s'écrire, j'ai celui-là, c'est le même élément chimique, hein? Ils ont le même, ça, et ça ce sont des H, des hydrogènes, parce qu'ils ont le même Z. Mais la différence, c'est que les nucléons, le nombre de neutrons est différent. Ici, j'en ai un, c'est-à-dire j'en ai deux, j'ai deux nucléons. Ici, j'en ai 3. 1, 2, 3, 1, 2. Qui va me donner, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner de l'hélium. Ça, c'est un noyau d'hélium. J'ai 2 protons, mais j'ai 4 nucléons. Les 4, donc j'ai 2 neutrons là. Voilà. Plus, il va me donner un neutron. Un neutron, ce n'est pas un proton, c'est 0 pour Z, parce que ce n'est pas un proton, ici c'est 1, donc un seul nucléon. On va vérifier si ça respecte les lois de conservation qu'on a étudiées, dont on a parlé tout à l'heure. Ici, si je considère celui-là comme, je vais voir d'abord la conservation de la charge électrique. Conservation de la charge électrique. J'aurai Z1 pour celui-là, Z1, Z2 pour celui-là, doit être égal à Z3 de celui-là plus Z4. Vérifions. Z1, c'est quoi? C'est 1. Z2, c'est 1. Donc 1 plus 1 égale 2 plus 0, Z3, Z4, plus 2 plus 0. On voit que la loi est conservée. La charge électrique avant et la charge électrique après est conservée. Regardons maintenant sur le nombre de nucléons. J'ai A1 pour celui-là, plus A2 pour celui-là, doit être égal au nombre de nucléons de celui-là, l'hélium, plus le nombre de nucléons du neutron. Donc ici, A1, c'est quoi? C'est 2. Donc 2 plus A2 plus 3, on voit bien que c'est 5. Et 4 plus 1,
on trouve 5 égale 5. Donc ici, les lois de conservation sont respectées. Les lois de conservation sont respectées. Nous allons maintenant voir ces différentes transformations. Nous allons voir les radioactivités alpha et bêta. Lorsque on a un noyau qui est lourd, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nucléons, il peut subir une désintégration alpha. Il va libérer un noyau d'hélium. Suivant la réaction, je vais écrire un noyau lourd contenant un noyau lourd, c'est-à-dire chargé, contenant trop de nucléons. Trop de nucléons peut subir une désintégration alpha en libérant un noyau d'hélium. Suivant la réaction, on va la voir, X, si j'ai X, dans le cas général, nombre de nucléons, toujours nombre de protons, il va me libérer quoi? Donc j'aurai un autre noyau X', plus un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium, c'est He, 4 et 2. Donc ici, en jouant des conservations de la charge électrique et du nombre de nucléons, ici, donc je dois avoir Z, donc ici j'ai 2 là, donc je vais ici avoir Z moins 2. De telle sorte que la somme, donc je retrouve celle-là. Ici, le nombre de nucléons doit être le même, là, A doit être égal à la somme des deux nombres de nucléons ici. Donc j'aurai ici A moins 4. Je retrouve le A. Qu'est-ce qui s'est passé? La réaction, elle a éliminé 4 nucléons. Elle a éliminé 4 nucléons. La réaction a éliminé 4 nucléons. Un exemple simple. On va voir la désintégration du radium. Le radium, c'est quoi? C'est le radium 226, c'est-à-dire le nombre de nucléons, c'est 226, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc c'est ce qui fait, ce sont des noyaux lourds, c'est pour ça qu'il libère de gros noyaux comme l'hélium. 226 avec un nombre Z, le nombre de protons, le nombre de neutrons, c'est la différence. Donc ici, le nombre de nucléons, ici, le nombre de protons, il va me donner du radon, Rn, on va voir à quoi il correspond, plus He, l'hélium, je sais que c'est 4 et 2. Donc là, je dois toujours la conservation. La conservation, 226 doit être égal au nombre de nucléons plus ce nombre. Donc ici, 226, je ne pourrais avoir que 222, de telle sorte que 4 plus 222, je retrouve 226. Et le numéro atomique ou le nombre de protons, j'ai 2, donc ici, je dois avoir 88, donc ici j'ai 86.
Ça, c'est une équation, par exemple, de désintégration. Voyons maintenant le cas où un noyau possède, un noyau qui possède un excès de neutrons par rapport aux protons, par rapport aux protons. Il a beaucoup plus de neutrons que de protons. On va voir ce qui va se passer. Il peut subir une désintégration bêta- en libérant un électron. Ça, c'est dans le cas où n est grand par rapport à z. Donc, il y a des neutrons qui vont partir, qui vont soit se transformer. On va voir avec quoi ils vont se transformer. Quand j'ai ce cas-là, j'ai ce qu'on appelle une désintégration bêta-. En fait, compte, on va avoir émission d'un électron. Alors, je vais écrire la réaction générale. Donc, j'ai toujours XA Z qui va me donner, alors, X', un autre corps, plus, on a dit un électron. On va faire notre calcul. Un électron, c'est charge. La charge est négative. Hein? C'est un électron. 0 nucléon. Ce n'est pas un nucléon, c'est un électron. L'électron, il a une masse de presque 2000 fois plus petite que celle du proton ou du neutron. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Si je fais la loi de la conservation, qu'est-ce que j'aurai? Le nombre de neutrons, c'est 0, donc ici, il doit être égal à A. Donc ici, il n'y a pas de nucléon, donc ici, je retrouve mon A. Et ici, la charge, je dois retrouver mon Z. Donc j'aurai quoi? Il faut mettre quoi? C'est Z pour retrouver Z. Donc c'est Z plus 1. Z plus 1 moins 1, ça retrouve Z. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une transformation, ça transforme. Il faut bien regarder ce cas-là. 1, oui, puisqu'il y a des neutrons en excès, automatiquement, ils vont se transformer en quelque chose, en proton, là, en proton. C'est quoi? Voilà, j'ai un neutron. Il va me donner, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner un proton plus un électron. Un électron. Si on fait la somme là aussi, on retrouve la même chose. Ce proton, c'est celui-là qui vient ici. Ce proton, il vient s'ajouter au proton de cet atome, de ce noyau. C'est ce qui s'est passé en réalité. Donc là, le proton, on le retrouve là, plus l'électron. Voilà. Je donne un exemple. L'exemple, la désintégration. Là, on retrouve le carbone 14. Désintégration du carbone 14. On a vu précédemment que le carbone 14 est instable par rapport au carbone 12. Donc le carbone 14, voilà, le carbone stable, c'est le carbone 12, qui a un numéro atomique 6. Z, c'est ça, c'est le nombre de protons, va me donner, donc, c'est une désintégration bêta-. Donc, il va me donner un électron. C'est ça.
Alors là, qu'est-ce que j'obtiens comme corps? Bon, je ne vais pas l'écrire, on va essayer de le retrouver nous-mêmes. Donc, il va garder le nombre de nucléons. 14, parce qu'ici, 14 plus 0. Donc, il va garder. Et ici, on doit obéir à la loi de la conservation de la charge électrique. Donc, pour qu'il y ait 6, il faut qu'il y en ait 7 là. Déjà 7 moins 1 retrouve 6. C'est quoi? Si je regarde le tableau périodique de la classification de mon élève, je regarde. Donc ici, j'ai l'atome de carbone. Le voilà, l'atome de carbone. Il a ses numéros atomiques, c'est 6. Il va gagner un proton. Donc il va devenir 7. Il va se transformer en atome d'azote, en un noyau d'azote. 7. Ça devient de l'azote. C'est un autre élément chimique. Il devient de là à là. Il gagne un proton, il va à là. S'il perdait, il va devenir celui-là. Donc là, il va devenir de l'azote. Inversement, nous allons voir maintenant, donc inversement, cette fois-ci le cas où Z est beaucoup plus grand que N. C'est pour un noyau lourd, c'est-à-dire Z, c'est le nombre de protons est beaucoup plus grand que le nombre de neutrons. Alors que tout à l'heure, on avait vu le nombre de neutrons beaucoup plus que le nombre de protons. Donc, si Z est beaucoup plus grand que N, on obtient ce qu'on appelle des intégrations bêta+. Bêta+, c'est un électron positif, c'est un positon. On appelle ça un positon. C'est un électron positif. Alors, si je prends la formule, c'est-à-dire la formule, je dis un noyau, dans le cas général A et Z, qui va se désintégrer, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai X. Alors j'écrirai les valeurs une fois que je vais raisonner pour les écrire. 0, 0, un positon. Donc c'est un électron positif. Alors, utilisant les lois de conservation. A, 0, donc ici A. Z, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je dois avoir Z. Donc ici, j'ai Z moins 1. De telle sorte que Z moins 1 plus 1, ça retrouve cette valeur-là. Donc, je peux dire qu'une désintégration bêta+ transforme un proton en un neutron. On va voir une désintégration bêta+ transforme un proton en un neutron. On va voir la réaction qui se passe. J'ai un proton, c'est 1, c'est 1. Il n'y a pas un proton, c'est un proton. Il ne peut pas avoir de neutron. Donc j'ai un proton là. Et c'est la somme des nucléons. 1 qui va me donner quoi? Il va me donner un électron positif. Donc j'ai ici une charge, elle est là la charge, Z. 1, j'aurai quoi? Plus un neutron. Là, c'est une charge. Donc j'aurai quoi? Un neutron. Si je regarde la loi de la conservation, 1, donc automatiquement c'est un 1 ici, parce que je dois avoir la somme ici est égale à celle-là, et là, 0. Un neutron n'a pas de charge positive. Donc c'est un proton qui s'est transformé en neutron, en donnant un positon, donc c'est une charge positive. Donc, regardons un exemple de cette désintégration bêta+. Je prends l'exemple la désintégration
du sodium 22. Alors, le sodium, Na, c'est le sodium, j'ai 22. Ici, j'ai 11 protons, numéro atomique 11. Qu'est-ce qu'il va me donner? On va voir. Donc, il va me donner, je sais pas, on va le voir après, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, il va me donner une désintégration, on a dit une désintégration B+, c'est-à-dire bêta+. Donc, j'aurai un posita. Qu'est-ce que j'aurai ici comme élément? A. Donc ici, je vais retrouver le 22. Nombre nucléaire, parce qu'il me faut, j'ai un 0, donc j'aurai 22. Et le nombre atomique, ou le numéro de protons, j'ai 11. Il faut que la somme ici soit égale à 11. Donc ici, ça ne peut être que 10. Ça ne peut être que 10. Parce que 10 plus 1, ça fait 11, on retrouve là. Alors, le tableau, je reprends mon tableau, le sodium, qu'est-ce qu'il va me donner? Le sodium, il est là, le numéro atomique, c'est 11. C'est celui-là. Il va me donner un élément qui a un numéro atomique 10. Le voilà. Donc, ça va devenir du néon. C'est le gaz néon, le gaz rare. Donc, j'aurai un gaz. Donc, c'est un autre élément chimique. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Ce ne sont pas des isotopes. C'est un autre élément chimique. Voilà, donc pour cet exemple-là. Maintenant, nous allons voir la radioactivité gamma. La radioactivité gamma, c'est quoi? C'est un rayonnement gamma. La plupart du temps, j'écris la plupart du temps, les noyaux issus, c'est-à-dire d'une désintégration bêta, sont dans un état excité, c'est-à-dire dans un état de grande énergie, dans un état excité. Un état excité, on le note, voilà un noyau, ça c'est un état excité, c'est ça, le signe qui montre que le noyau est excité. Donc, comme on a vu les désintégrations bêta plus et bêta moins, généralement, les noyaux issus, ce qu'on a obtenu comme résultat, sont dans un état excité, ils ne sont pas dans un état fondamental. Ils ont de l'énergie en plus, il faut qu'ils jettent cette énergie-là. Et cette énergie-là, elle est tellement puissante qu'elle se transforme en rayons gamma. C'est des rayons très énergétiques et dangereux. Alors, si je fais le graphe, on va voir un exemple tout simple. Je fais le graphe. Énergie, ça c'est l'énergie en MeV. En MeV, je prends là, par exemple, 2,8 MeV, 2,1 MeV, 1,3 et 0. Alors, quand je fais ma réaction, par exemple, je prends le cas du cobalt. Le cas du cobalt, c'est qui va avoir une désintégration bêta-, je l'écris, on va l'avoir ensemble. Le cobalt 60,
et le nombre atomique, numéro atomique ou le nombre de protons, c'est 27, il va subir une désintégration, bêta moins. Donc, il va donner un électron négatif avec 0 là, ça c'est bêta moins. On va faire la même chose. On va voir, on va deviner quel est le corps. Ici, donc 0, 0, donc on retrouve ici 60. Ici, 27 moins 1. C'est-à-dire 27, je dois retrouver, la somme c'est 27, donc entre ces deux-là. Donc ici, c'est un 28 automatiquement. Parce que 28 moins 1, il doit être égal à 27. C'est quoi ce corps qui a un numéro atomique 28? C'est quoi comme élément? Ça, c'est l'élément cobalt, il est à 27. Et le corps qui est là, c'est quoi? On va le voir ensemble par curiosité. On va le voir sur le tableau de Mendeleev, de classification des éléments. Donc, j'ai le cobalt qui est là 27. Cobalt qui est 27. Après, j'obtiens un corps qui est un numéro atomique 28. C'est le nickel. Donc, j'obtiens le nickel. Mais je l'obtiens dans un état excité. C'est-à-dire, il n'est pas à l'état fondamental, c'est un état excité. Donc, il est obligé de revenir à son état fondamental. Donc, j'aurai le nickel excité, 60 et 28, va redevenir un état nickel, l'énergie fondamentale, 60 et 28, sans excitation. Il n'y a pas d'excitation, mais il va émettre de rayons gamma. Toute cette énergie qu'il avait en plus, elle se transforme en énergie électromagnétique, c'est le rayon gamma. Ça, c'est l'état excité. C'est ça. Et là, on n'a plus rien. Alors, si je fais schématiquement, je retrouve ça. C'est quoi? J'ai le cobalt, le voilà. J'ai 60 et 27 qui va se désintégrer. Il va former le nickel avec le nickel excité. 60, on a dit 28, qui va se stabiliser en émettant deux rayonnements gamma pour revenir à l'état fondamental. Deux gamma et gamma. J'aurai deux rayons gamma. Nous ne pouvons pas finir avec ce tour d'horizon sans parler de la radioactivité naturelle. Oui, on est entouré de radioactivité par la nature. Nous avons la contribution du radon pour la radioactivité naturelle à 52%, les rayons cosmiques qui atteignent la Terre, 16%, le sol aussi à 20%, et le corps humain à 12%. Voilà, pour dire qu'on est en bain dans... Allons voir maintenant la loi de décroissance radioactive. On sait qu'un élément radioactif il se transforme d'une façon aléatoire pour devenir un élément plus stable. Donc, il se transforme par un phénomène aléatoire en un élément plus stable. Il veut se stabiliser en éjectant des particules, etc. Si on considère un élément, on va essayer d'établir les lois, on considère un élément à t égale 0, on a n
0, ça c'est le nombre de noyaux, initial. Et n de t, c'est le nombre de noyaux. Je l'écris envers de noyaux restants. Ce qui reste. Donc, nous pouvons dire que à un instant t, le nombre de noyaux qui reste est évidemment inférieur au nombre de noyaux initial. Donc ici, je peux écrire que delta n, la variation, c'est n de t moins 1, 0, qui est proportionnel à la constante lambda de radioactivité, qui est une caractéristique de chaque élément, évidemment proportionnelle à lambda, au nombre, c'est normal, au nombre existant à l'instant t du noyau, par rapport à delta t, donc proportionnel, donc c'est proportionnel à lambda, nt et delta t. Si nous faisons tendre t vers très petit, vers 0, on aura delta n qui serait égal à dn et delta t qui serait égal à dt. Autrement dit, je vais écrire ma relation dn égale ça avec ça, moins lambda n de t dt. Autrement dit, je peux écrire avec cette relation que dn sur dt est égal à moins lambda n de t. Ceci, je vais l'encadrer. Alors, poursuivons notre calcul pour déterminer la loi de décroissance. Donc, j'ai cette relation que je peux écrire que dn sur n de t est égal à moins lambda dt. Donc, je ramène ça là et ça là. Alors là, j'ai une expression que si j'intègre cela, je fais une intégration, j'intègre, j'aurai logarithme de n de t est égal à moins lambda t plus une constante. Donc, on a abouti à cette relation. Je peux écrire, pour essayer d'exprimer nt, je mets tout en exponentielle de log de n de t est égal à exponentielle de moins log de t plus c. Ça, la fonction avec sa fonction inverse, qu'est-ce qu'elle me donne? Cela me donne n de t qui serait égal à e moins lambda t que multiplie par e exponentielle c. On sait que exponentielle de a, b, c'est égal à exponentielle de a par exponentielle de b. Ça, c'est une relation mathématique. Ça, c'est une autre constante. Une constante, ça, je l'appellerai, c'est une autre constante. Donc, j'aurai n de t
est égal à la constante K là, c'est celle-là, fois E moins lambda T. On va déterminer la constante K à l'instant T initial. Condition initiale. AT, on sait que AT égale 0, N de T égale 0, c'est égal à 1, 0. Donc, exprimant cela, donc, est égal à 1, 0, c'est égal à K, E, moins lambda, facteur de 0. Ça, c'est égal à 1. Donc, j'aurai 1, 0 serait égal à K. J'ai déterminé avec les conditions initiales la valeur de K. Donc, ma relation, la loi de décroissance radioactive sera 1 de T qui serait égal à 1, 0 fois E moins lambda de T. Lambda, c'est la constante de radioactivité de l'élément. T, c'est le temps. Je sais que lambda, il s'exprime en seconde moins 1, et le temps, il s'exprime en secondes. Donc, je peux, là, encadrer ma relation de décroissance radioactive. Donc, on est arrivé à cette loi-là qu'on a démontrée. Maintenant, nous allons voir le temps de demi-vie d'un noyau. Le temps de demi-vie d'un noyau, c'est le temps, et c'est écrit T1,5, c'est le temps nécessaire, c'est le temps pour que la quantité de noyau N0 qu'on a au temps initial au début arrive à sa moitié, 1,0 sur 2. C'est d'avoir désintégré la moitié des noyaux. C'est ce temps-là qui est le temps de demi-vie. Et c'est une caractéristique du noyau. Donc, je l'écris. C'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié d'un échantillon radioactif. Il peut s'exprimer en secondes si le phénomène est très rapide, en années si le phénomène est assez lent, etc. J'ai ici la courbe de décroissance radioactive par rapport représentant cette relation-là. C'est-à-dire que si je prends un cas bien particulier, que j'ai un noyau, en fonction du temps, ici ce sont des années, nous avons 1000 noyaux par exemple. Et la loi là, de ce corps-là se trace de cette forme-là. Donc nous, on va chercher le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, c'est 1000 divisé par 2. 1000 divisé par 2, c'est 500. Donc on va chercher ce temps. Ça, c'est le temps, d'après ce cas-là, 5570 années, c'est le temps qu'il faut pour que cet élément radioactif diminue de moitié. Donc, on va l'exprimer, c'est le temps de demi-vie, celui-là, c'est le T 1,5, ce temps-là. C'est le temps pour que les 1000 noyaux se divisent par 2, donc il ne nous restera que 500. Donc, d'après la courbe, on aura T 1,5, qu'on va essayer de calculer maintenant. Nous avons donc à T 1,5, le temps de demi-vie, nous avons N de T qui est égal
à 1, 0 sur 2. Or, 1 de t, c'est quoi? C'est, d'après la relation normale, c'est 1, 0, exponentielle moins lambda t. Donc, de cette expression-là, sur 2 égale 1, 0, e moins lambda t, je vais tirer. Alors là, maintenant le t, c'est le t 1 demi. C'est le t c'est le temps de demi-vie. Là, le 1, 0 se simplifie mathématiquement. Donc, j'aurai 1 demi serait égal à exponentielle moins lambda t 1 demi. Je vais faire passer, pour tirer le 1 demi, donc je vais faire passer au log de 1 demi serait égal à log de e moins lambda t 1 demi. Ça, c'est log de 1 moins log de 2 qui serait égal à moins la fonction et sa fonction inverse, donc ça annule. Donc, ce serait moins lambda t 1 demi. Log de 1, c'est égal à 0, donc j'aurai moins log de 2 serait égal à moins lambda t 1 demi. Et de là, on va tirer que t 1 demi, c'est égal à log de 2 sur lambda. Voilà l'expression qu'on peut avoir pour déterminer le temps de décroissance radioactive qui me donnerait la moitié des noyaux. Au bout de combien de temps? Donc, on s'en voit que c'est suivant la caractéristique lambda. Alors là, l'expression T1, le temps, c'est en secondes, et lambda en seconde moins 1. Donc l'expression du temps de demi-vie est t 1 demi égale log de 2, n'y peut rien, sur lambda. Nous allons déterminer maintenant l'activité d'un noyau. L'activité d'un échantillon radioactif, c'est le nombre de noyaux de désintégration par seconde. Combien, c'est-à-dire l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde, combien il y a de désintégrations par seconde. Donc je vais l'écrire. L'activité d'un noyau radioactif est le nombre de désintégration par seconde. Je le souligne. Et ce nombre-là s'exprime en becquerel. Becquerel, c'est la personne qui a découvert. Ça s'exprime en becquerel, dont le symbole c'est BQ. C'est-à-dire que 1 becquerel, c'est une désintégration par seconde. Nous allons exprimer cela. Je sais que l'activité en fonction du temps, c'est le nombre. La variation, qui est négative, donc c'est moins dn de t sur dt. Or, lors de on a vu pour la décroissance radioactive, on a vu que dn, il faut revoir là, sur dt, dn sur dt n'est autre que moins lambda de n de t. Ça, on l'a vu au premier paragraphe quand on a étudié la décroissance radioactive. Donc,
A de t serait égal à moins lambda n de t, qui serait égal à lambda n de t. D'où j'aurai l'activité à l'instant t serait égale à lambda n de t. Et n de t, c'est quoi? On a n de t, c'est la loi de décroissance. n de t, c'est 1,0 exponentielle moins lambda de t. Donc je remplace, d'où j'aurai que l'activité en fonction du temps, c'est égal à lambda facteur de 1,0 e moins lambda t. Ce qui me donne que a de t est égal à lambda n0 e moins lambda t. Alors, cela, bon, on peut exprimer cette valeur-là. C'est quoi? Donc, je répète, donc l'activité à l'instant t égale 0, ce serait égal à lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et là, on va déterminer à quoi correspond cette valeur-là. On va considérer le temps initial. À t égale 0, je sais que à t égale 0, c'est égal à l'activité initiale, A0, qui serait égal, si je remplace, lambda n0 e moins lambda facteur de 0. Ça, c'est 1. Donc j'aurai A0 serait égal à lambda n0. Donc A0, j'ai cette valeur. D'où l'activité d'un noyau, sera A de t qui serait égal à A0 e moins lambda de t. Ça, c'est notre résultat sur l'activité en fonction du temps.